Allez, on est parti. Comment? Elle est très passionnelle, parce que j'ai toujours été intéressé par la géopolitique, même tout petit. J'ai eu ensuite la chance, au travers de mon parcours professionnel, de le mettre en application, puisque avant de rejoindre définitivement le monde des écoles de management, j'ai été consultant dans un cabinet de formation, et donc on faisait de la formation en géopolitique auprès d'entreprises. Et puis j'étais dans ce cabinet juste après la chute du mur de Berlin, à un moment donné où il y avait beaucoup de contrats d'assistance, de conseil et de formation dans les pays de l'Est. Et donc je suis parti plus d'une trentaine de fois, que ce soit en Lituanie, en Roumanie, en Russie ou en Ukraine, former des leaders d'entreprise, des managers, accompagner des entreprises dans leur internationalisation. Et donc ça m'a permis vraiment d'être de plein pied dans cette géopolitique. C'est vrai que j'ai été très très marqué par ce qu'ils me racontaient, par ce qu'ils voyaient, et donc toujours pour moi dans une logique de formation, de dire il est important de comprendre ce monde. Et puis en arrivant à GEM, j'ai eu toute la possibilité, le loisir de développer ce projet de géopolitique. Parce que c'était important, parce qu'il y avait cette demande d'entreprise, et puis également avec le volet très pratique, puisque l'école s'est développée, a rencontré un certain nombre de problématiques de géopolitique. J'ai développé des opportunités et des relations avec les pays du Maghreb et en Afrique, et donc cette dimension géopolitique est particulièrement importante. Et là également, peut-être pour bien montrer toute la logique, je suis impliqué dans des systèmes d'accréditation pour des écoles dans des pays on va dire, qui ne sont pas simples, que j'accompagne, parce que je considère que les business schools sont au cœur de la société. Et donc, j'ai été mentor d'une école à Madagascar, je suis mentor de l'université du Rwanda, d'une université en Russie, j'ai accompagné une université, une business school au Sénégal, et donc il y a, là encore une fois, la pratique de tous les jours, et l'importance de la géopolitique en permanence, à la fois pour les entreprises et pour le monde de la formation. Non, je suis pas d'accord, il n'y a pas un désintérêt, au contraire, il y a un intérêt croissant des jeunes pour la géopolitique, dans une logique de comprendre le monde, comprendre un petit peu comment ça se passe. Et on voit bien dans les enseignements que la géopolitique devient importante. Au-delà de GEM, des écoles de management proposent maintenant des options, des cours, des spécialisations. Certaines vont même un petit peu plus loin. Si je poursuis mon tour d'horizon, vous le savez, il y a la réforme du bac avec maintenant une première et une terminale qui s'articulent autour de spécialités. Parmi les spécialités, il y en a une qui est l'histoire, la géographie, les sciences politiques. Un programme de très haut niveau qui est particulièrement intéressant. Et quand je regarde les stats des combinaisons prises par les étudiants de première et de terminale, la géopolitique est dans le top 3 des matières des spécialités qui sont choisies. Donc là encore une fois, preuve que il y a un vrai besoin de comprendre. Alors attention, dans l'enseignement de la géopolitique, c'est pas quelque chose d'évident, parce que pour moi la géopolitique est également un lien avec l'école du futur, dans cette logique de comprendre le monde pour pouvoir se positionner. On est dans un monde qui évolue à grande vitesse. Les étudiants et vous allez rencontrer des situations que nous n'imaginons même pas, et la Covid en est une illustration. Donc il y a besoin de cette dimension géopolitique pour comprendre le monde, mais ça ne peut se faire de toute façon que si on a au départ une bonne culture générale, être capable d'analyser l'information, être capable de prendre du recul, être capable de voir si c'est des ressources qui sont données sont bonnes, capable de faire de la synthèse, capable de communiquer. Donc oui, la géopolitique prend une importance de plus en plus importante, mais derrière, ça nécessite des fondamentaux, et puis elle doit être positionnée dans une logique dynamique en disant à quoi ça sert. J'allais dire, les deux, mon capitaine, c'est un motif d'espoir en disant chacun est maintenant intéressé par cette information et se procurer cette information.
La question est comment, motif d'inquiétude, parce que on peut avoir des fake news, du prosélytisme, des stigmatisations, et là ça peut être extrêmement dangereux. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement important dans l'information. Chacun d'entre nous peut être producteur de sa propre information. Vous êtes vous-même dans la rue, vous voyez un accident, quelque chose d'inhabituel, vous le prenez en photo ou en vidéo avec votre smartphone. Si vous êtes très polémique, vous pouvez l'envoyer sur une chaîne d'information continue et qui va le remettre et le rediffuser. Et donc, en fonction du prisme que vous avez pris, ça peut prêter à confusion ou ambiguïté. Par contre, de l'autre côté, quand je regarde sur les réseaux sociaux, oui, je m'aperçois qu'il y a des réseaux sociaux qui de plus en plus tendent à donner de l'information. Snapchat, même si je crois que c'est pas tout à fait utilisé par les gémiens avec des journaux qui vont dessus pour donner des vidéos d'information. Je crois que c'est Le Monde qui est dessus. Je m'aperçois également que Instagram devient également un média d'information. Il y a quelques sites spécialisés qui donnent de l'information. Alors, généralement, c'est une information très rapide, sous forme de flash avec quelques slides et un petit peu de vidéo. Ça peut être également des explications d'une situation. YouTube également, qui est fort prisé des étudiants, avec des abonnements à des chaînes. Twitter, pour certains, même si c'est pas tout à fait dans votre génération, sont des éléments qui permettent d'avoir de l'information et peut-être d'avoir de l'information objective ou d'autres points de vue. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais avant, c'est la culture générale, cette capacité à intégrer ces différents niveaux d'information qui permet de se dire est-ce que l'information est bonne ou pas. Clairement, oui. Quand je lis les articles de presse, je m'aperçois que il y a 3 mots-clés qui reviennent en ce moment. Le premier, c'est la Covid. Le deuxième, c'est l'innovation. Le troisième mot, c'est géopolitique. Donc on met un petit peu à toutes les sauces en disant c'est ce qui permet d'expliquer ou de justifier des choses qu'on maîtrise peu. Mais cette géopolitique, oui, elle devient importante. Alors quand on va un petit peu plus loin dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a 3 niveaux. Il y a un fort besoin de culture générale du monde moderne. Ça, c'est important. C'est, quel que soit mon statut, ma position hiérarchique, j'ai besoin de comprendre quelle est la stratégie de mon entreprise ou pourquoi mon entreprise a décidé de cette stratégie. Et ensuite, un deuxième niveau qui est plutôt stratégique, de voir la géopolitique comme un outil d'aide à la décision. Voilà. J'ai cette information. Qu'est-ce que je prends comme décision ? J'y vais pas, je gère ce risque, pas ce risque, je collabore avec tel pays, avec telle entreprise, et donc c'est un élément, une compétence clé d'aide à la décision. Et puis le troisième niveau, c'est l'émergence de plein de nouveaux métiers qui sont liés à la géopolitique, responsable de sécurité, l'intelligence économique, marketing international, consultant en analyse de risque pays, lobbyiste, consultant, journaliste éventuellement, sont là aussi des fonctions qui de plus en plus intègrent cette dimension géopolitique. Alors oui, je vais pas les citer pour pas me fâcher. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le monde évolue à une grande vitesse. Moi, quand j'ai fait mes études, on était en pleine guerre froide, on savait dans quel cas on était, et il y avait peu d'évolution chaque semaine ou chaque mois. Là, on est dans une société qui est interdépendante, qui évolue extrêmement vite. La décision que je vais prendre maintenant n'est pas forcément la décision que j'aurais prise il y a 1 heure ou que je reprendrai si je devais la prendre dans 1 heure. Donc il y a cette notion qui est particulièrement importante, de se dire attention, on prend une décision à un moment donné. Ensuite, il y a un deuxième élément de précaution qui est de dire la géopolitique n'apporte pas des réponses universelles, c'est pas le modèle absolu en disant je vais y arriver, et je prends souvent comme exemple dans mes conférences l'exemple de Renault et de Peugeot, ce sont 2 entreprises françaises qui évoluent dans le même secteur d'activité, et quand je fais des recherches thématiques pour voir ce qu'est la géopolitique chez Renault ou ce qu'est la géopolitique chez Peugeot, je m'aperçois qu'on a des mots-clés, des articles, des situations, des références qui sont radicalement différentes. Donc fort de tout ça, là encore une fois, ça renvoie à la dimension compétence géopolitique du leader, comprendre pour prendre la bonne décision. Allez, peut-être 3 exemples emblématiques. Le premier, c'est Lafarge en Syrie.
Bon, bah oui, la Syrie était quasiment neuve, il fallait rentabiliser l'investissement. Est-ce que ça valait le coup de continuer à la faire tourner et de payer une rançon ou des sommes d'argent à des groupes extrémistes? Bon, et là on s'aperçoit que la géopolitique est également un élément de leadership et d'éthique pour les dirigeants. Deuxième exemple, c'est la mésaventure de la BNP aux États-Unis, pour en plus des affaires qui se sont déroulées hors des États-Unis et une amende absolument colossale. Ça peut être, et puis on va rester un petit peu dans cet aspect États-Unis, extraterritorialité, guerre du droit aussi, Alstom et General Electric, et puis un livre que je vous encourage à lire, qui est celui de Frédéric Pierucci, qui est un ancien cadre d'Alstom qui a été victime de coups tordus. Enfin, il a été là au mauvais moment pour de mauvaises raisons, et donc il y a une partie de sa vie donc bousillée par rapport à ça. Donc oui, ça sont des exemples à un moment donné. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu rajouter sur de l'extraterritorialité, sur de la confidentialité donc des affaires, sur éventuellement des ouvertures de labos à l'étranger. Est-ce que c'était utile, pas utile? On pourrait juger de la corruption, et il y a plein d'exemples de corruption. Et c'est pour ça que je veux pas citer des entreprises. Il y a peut-être également à un moment donné des questions qui se sont posées quand un dirigeant a accepté de faire des transferts de technologie, alors plutôt vers des pays d'Asie, en disant on est prêt à acheter mes avions ou mon produit à condition que je transfère une partie de la technologie, et on voit bien l'usage que peut en faire donc le pays d'accueil. Mais là encore une fois, c'est bien au chaud ici de dire c'était peut-être pas la bonne décision. Si ça se trouve, il n'y en avait pas d'autre possible pour la pérennité de l'entreprise. J'ai deux casquettes. La première, c'est de spécialiste de la géopolitique et ensuite de directeur d'école. Et donc, même si les deux sont complémentaires et de temps en temps se rejoignent, il y a deux approches. La première, en tant que spécialiste de la géopolitique, c'est-à-dire la géopolitique est devenue au cœur de toutes les problématiques d'entreprise. C'est vraiment pour moi une compétence indispensable pour tous les managers d'entreprise. Quand je regarde les termes en ce moment utilisés dans les entreprises, ou les problématiques, je m'aperçois qu'on parle d'extraterritorialité, de souveraineté nationale, de relocalisation, de chaîne de valeur, du Brexit, des routes de la soie, de la place donc de la Chine. Ce sont des problématiques de géopolitique d'entreprise. Ça va être de plus en plus le cas, et donc il y a vraiment besoin de suivre ça au jour le jour, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'être définis. Donc s'il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'être définis, c'est simple, ça bascule avec mon autre casquette, de dire, c'est ce qu'on doit vous enseigner, c'est sur ces problématiques qu'on doit vous faire travailler, de voir un petit peu comment ça va se passer, de vous faire réfléchir. La géopolitique est quelque chose d'absolument fabuleux, mais terrifiant. Fabuleux parce que tout est absolument possible, et on le voit, il y a une évolution en permanence. En plus, au sein de GEM, notre approche est une approche très œcuménique de la géopolitique. Terrifiant parce que c'est en aucun cas quelque chose d'extrêmement précis. Chacun a sa propre vision, sa propre carte du monde, et donc il y a besoin de vous faire travailler là-dessus, ce qui suppose de l'expérimentation, ça suppose de la transversalité des connaissances, ça suppose de complexifier les choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est, on va dire, vraiment le lien entre les deux. Ensuite, dans nos activités, nous sommes impactés par la géopolitique, au travers des étudiants étrangers. On sait que les étudiants étrangers sont en baisse à l'heure actuelle dans l'ensemble des pays du monde, quoique peut-être que certains pays vont mieux s'en sortir. On s'aperçoit que au-delà de l'aspect purement académique, il y a un intérêt économique. Il peut y avoir également un intérêt politique et de pression géopolitique. Vous avez peut-être entendu parler de la crainte qu'il y a en ce moment en Australie. L'Australie accueille énormément d'étudiants chinois. L'Australie a souhaité qu'il y ait une commission indépendante pour lui voir comment est arrivé le Covid. Ça a ombragé le pouvoir à Pékin, qui a dit très très fort et très haut que c'était pas la peine d'aller étudier en Australie. Donc vous imaginez la panique donc de l'autre côté. Cette géopolitique également, pour nous, elle sera avec quel type d'université devons-nous travailler, et je pense que à l'instar des entreprises,
nous devons et nous allons devoir réfléchir à de nouvelles politiques d'internationalisation. Ce qui est important, et peut-être que ça sera ma conclusion, c'est que tout ça n'est pas né avec la Covid. Il y avait déjà des frémissements, il y avait déjà des réflexions, mais la Covid n'a fait qu'accélérer et mettre à nu un certain nombre de difficultés, et pour nous la nécessité de réagir. Alors, durablement, peut-être pas en tant que tel, il est sûr qu'il y a besoin d'une internationalisation, d'un aspect international dans la formation. Vous l'avez déjà au travers de la salle de classe, puisqu'il y a des étudiants étrangers, il peut y avoir des cours en anglais. Je rappelle que 50% de notre faculté full-time est étrangère et pour certains ne parlent pas français. Donc il y a déjà cette dimension internationale, elle est particulièrement importante. Oui, la question, mais ça fait également le lien avec la question précédente, c'est comment va-t-on enseigner l'international ou comment va-t-on internationaliser les contenus de formation dans les années à venir. Je pense qu'il y aura toujours de la mobilité. Peut-être une redistribution des cartes géographiques et peut-être que les choix vont se faire plutôt en fonction d'une proximité ou de pays plus safe que d'autres ou de l'éloignement. Ça, c'est un premier élément. Je suppose également que, comme toutes les business schools du monde entier sont dans la même problématique, ça va permettre peut-être de nouer d'autres alliances ou d'autres formes de coopération qui n'étaient pas envisageables jusqu'à présent. Si je rajoute la dimension Brexit qui tétanise les universités anglaises, là également il y a il y a de belles opportunités. Et puis peut-être qu'à un moment donné il y aura de nouveaux formations, de nouvelles pédagogies. On l'a fait un temps, nous, avec l'université de Tsukuba, où nous avions un cours en même temps qui était donné à Grenoble et à Tsukuba, où les étudiants travaillaient à distance. Et peut-être que ce type de pédagogie va se développer. Et derrière, il y aura peut-être d'autres formats de cours ou des programmes d'un nouveau type qui mêleront du distanciel, du présentiel distanciel sur 2 sites, et ensuite du présentiel et du stage. Donc là encore une fois, à nous de réfléchir à tous ces nouveaux modèles. On sait bien et ça a été souvent utilisé. Le mot crise pour les Chinois, c'est à la fois des menaces et des opportunités. Oui, il y a beaucoup de menaces, mais ça se trouve, il y a beaucoup d'opportunités. Le digital, le numérique sont des éléments qui vont faciliter les choses. Et puis, un point ou un thème qui interpelle beaucoup les étudiants, la transition écologique. Et donc là aussi, sont des éléments à prendre en compte dans la définition de ou comment bâtir une expérience étudiante à l'international. Si vous likez tous mes tweets et mes posts sur LinkedIn, oui.